Bruno Bolisson, toujours la même question rapidement. Le mois de janvier, je rappelle aussi qu'en 1960, je trouve 60, on était tout le temps indépendant. J'ai retrouvé un document de son éminence Djangenda Kuntima qui faisait un discours pour dire que bientôt, parce qu'on venait de reconnaître quand même l'église Kimbangis comme une église officielle et tout, alors il avait fait le bilan de ce qui s'est passé entre 1921 et 1959. Il s'est rendu compte qu'il y avait 37 000 familles congolaises qui ont été déportées. Et c'est comme ça qu'on retrouve quelqu'un Zouzi au Kassai et tout ça, parce qu'ils avaient une vision différente de celle qui était du colonisateur. Alors il disait, et c'est l'homme qui m'a intéressé, il disait, nous n'avons pas de haine, nous n'avons pas de rancune, nous n'avons pas d'animosité à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal. Parce que nous devons devenir plus forts, plus que eux, parce que nous, au moins, nous savons jusqu'où nous pouvons résister. Et ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent vivre sans nous. C'était une belle phrase que j'ai tirée, mais je reviens quand même à Bruno Bolisson, le mois de janvier. Merci Willy. Je ne vais pas dire beaucoup de choses après les brillantes interventions de Joseph, Freddy et Diana, mais ce qu'on peut ajouter, c'est que le mois de janvier aussi nous rappelle la tragédie du type K. C'était un 8 janvier, je crois en 96, où on a enregistré des centaines de vies humaines qui ont été fauchées alors qu'ils pouvaient encore continuer de vivre. Mais également, le mois de janvier, aujourd'hui, pendant que l'émission est enregistrée, nous rappelle également qu'il y a 35 personnes qui sont mortes dans la pluie, qui est tombée sur Kinshasa dans la nuit du 3 au 4. Donc ça montre que nous devons également réfléchir. Il faudra également une gouvernance de prévoyance, une gouvernance de planification. Donc on ne peut pas continuer à enregistrer des morts dans une grande capitale comme Kinshasa, qui ne connaît pas de tsunami comme aux Philippines ou en Indonésie. Donc il faut une politique beaucoup plus claire et beaucoup plus disciplinée en matière d'urbanisation et de canalisation d'eau pour éviter ce qui est arrivé, mais également une politique beaucoup plus planifiée en matière de sécurisation aérienne. Il me semble que dans l'endroit où il y a eu la tragédie du type K, il était conseillé qu'on maintienne soit le marché, soit l'aérodrome. Aujourd'hui, le marché a repris et l'aérodrome est toujours là. Il ne faut pas attendre demain qu'on enregistre des morts avec des crashs ratés ou programmés. Il faut prendre des mesures maintenant pour éviter que des vies de Congolais soient un jour fauchées inutilement. Merci beaucoup, Tony Wamba. On veut voir le mois de janvier du point de vue de l'autodétermination de la population congolaise. Il y a une forme de dégénérescence au sein de notre population. On se rend compte que en ce sens, les Congolais savaient, en tout cas ce qu'ils voulaient, s'il faut prendre les 4 janvier 59, la population savait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien si, du point de vue de l'intelligence collective, nous savons ce que nous voulons. Or, les prédateurs, ceux qui considèrent que le pays est leur bien, et il faut le dire, le Congo, jusque-là, ne nous appartient pas, parce qu'il a été conçu comme un comptoir, et jusqu'à ce jour, on considère le considérer comme un comptoir. Et la vraie arme face à cette prédation, c'est une prise de conscience collective de la population. Or, c'est le niveau où nous sommes les moins conscients, les plus faibles. Et au point que même si vous avez peut-être des dirigeants qui veulent vous pousser vers les hauts, si vous n'avez pas la masse critique nécessaire pour pouvoir cerner les enjeux, eh bien, ça complique. Et c'est le cas. Plus les jours passent, plus nous désagrégeons en tant que nation et en tant que population. Donc pour moi, c'est janvier, le 4 janvier, pour moi je voudrais le voir sous cet angle-là, la conscience. Si on n'a pas une prise de conscience de notre être collectif, on est perdu. Est-ce que, Jérôme Sekana, vous en avez eu une autre lecture? Bien sûr, on a ajouté un petit cas, on ajoutera certainement la marche des catholiques. Il y a tellement eu beaucoup de choses ce mois de janvier. Vous savez, William, si ça ne dépendait que de moi, le mois de janvier devait être consacré le mois des martyrs.
pour des raisons évidentes. Vous savez, il y a eu des frustrations cumulées qui ont poussé nos compatriotes à se révolter le 4 janvier. Et ça, c'est un signal fort pour nous, les descendants de ces martyrs. On a perdu nos deux héros, Lumumba et Mzee, toujours au mois de janvier. Et je pense, à mon avis, on devrait avoir au niveau des universités, des institutions universitaires et même dans des partis politiques. Nous sommes en train de vivre dans notre pays certains partis politiques qui n'exécutent pas leur mission régalienne, qui consiste à éduquer la masse, à rappeler l'histoire, pour que nous arrivions à prendre cette conscience à laquelle tout le monde a fait allusion. Et il faut connaître ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et pour connaître ces choses-là, nous devons regarder avec les yeux perspicaces notre passé et éviter les erreurs du passé pour bien ajuster notre avenir. C'est pour cette raison, moi je pense que si on ne le fait pas jusque-là, au niveau des institutions universitaires, au niveau des partis politiques, on devrait, et les gouvernements, on peut même avoir un projet de loi au niveau du Parlement qui peut décréter le mois de janvier comme un mois des martyrs, un mois de prise de conscience pour essayer de rappeler. Parce que, vous savez, le peuple, la population, c'est comme l'eau, ou je dirais de l'huile au feu dans une marmite. Il faut toujours rappeler, il faut mettre le feu là, parce que sinon, vous ne pouvez pas utiliser cette huile-là si cette huile se coagule. Et la meilleure manière de mettre en mouvement, en éveil la population, c'est de mettre ce feu-là. Ce feu-là, c'est cette prise de conscience, c'est rappeler. Parce que les gens pensent que nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ce pays-là était au même niveau de développement que le Canada. Nous étions au même pied d'égalité, nous dépassions même l'Afrique du Sud, nous dépassions aujourd'hui la Corée du Sud. Donc vous comprenez que nous sommes en retard. Et si nous devons récupérer le retard perdu, le seul moyen qui peut nous amener à pouvoir aller vite, c'est cette prise de conscience de nous approprier notre pays. Or, jusqu'aujourd'hui, nous ne nous sommes pas encore appropriés notre pays parce qu'on continue à nous considérer comme un comptoir. Voilà pourquoi je demande que nous puissions changer un peu notre façon de voir les choses et de décréter le mois de janvier comme le mois des martyrs. Merci, merci beaucoup Jérôme Sekana. Connaître sa propre histoire revient à connaître son identité. Et l'histoire de ce pays, c'est l'histoire conjuguée entre le scandale des ressources naturelles et malheureusement aujourd'hui le scandale d'une vie sociale perdue. Le Congo veut vivre de ses richesses. Le Congolais veut participer au développement de son pays. Pour cela, il lui faut une gouvernance, et ça a été rappelé vite ici, et capable de définir bien les enjeux. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, et c'est le mois où l'Assemblée nationale et le Sénat sont en session extraordinaire pour poser la problématique de ce qui a toujours intéressé les autres. Le Congo a intéressé les autres, pas parce que nous avions des beaux enfants, des belles filles et des beaux garçons, pas parce que nous avions une belle peau noire. Le Congo a intéressé d'abord parce que c'était un site où il y avait des ressources naturelles. Et les Congolais doivent le savoir. Quand on nous dit oh, je t'aime Congo, en réalité on dit cuivre je t'aime. C'est le Congo, le cuivre du cobalt qu'on aime. C'est pas le Congo de Diana ou de Jérôme Sekana. Non, c'est le Congo du coltan que l'on aime. Alors, nos dirigeants, notamment les députés et les sénateurs, sont en train de travailler pour remettre en place le code minier. Ça fait 3 ans de discussion parce que l'enjeu était un enjeu mortel. Nous, ici, au niveau de l'espace républicain, nous voulons éveiller, attirer l'attention de nos dirigeants sur la problématique de cette révision et sur l'enjeu que ça sous-entend. C'est pourquoi nous voulons échelonner progressivement en présentant d'abord l'enjeu. Pourquoi une loi, simplement, peut avoir fait 3 ans pour sa révision? Ça signifie en réalité que derrière la loi, il y a des forces et des forces et des montagnes. Et derrière des montagnes, peut-être qu'il y a des avalanches. Alors, on voudrait demander à Bruno Bolisson, qui suit quand même l'historique, les péripéties de la loi du Code minier. Le Code minier, il faut le dire, a été promulgué en 2002, mais le Code minier a déjà connu, pas le Code lui-même,
Mais les contrats issus du code ont connu une révision des contrats qui a duré aussi 2 ans. Vous vous rappelez bien? Et nous avons entre-temps connu aussi 2-3 petites guerres autour des ressources naturelles. Nous sommes bel et bien dans la problématique de la survie de la nation en tant qu'espace viable. Pourquoi une loi peut avoir fait 3 ans et on n'a pas encore terminé? Bruno Borisson, quel a été l'historique? Merci Willy. Je crois qu'autour du code minier, il y a des faux débats, mais il y a aussi des vrais enjeux. Les faux débats, je peux en épingler 3. Le premier faux débat, c'est de considérer que la RDC, pays indépendant, n'a pas le droit de réviser un texte ou d'actualiser un texte aujourd'hui vieux de plus de 15 ans et qui, dans son applicabilité, a montré ses limites, ne serait-ce qu'à 2 niveaux. D'abord au niveau de la mobilisation des recettes publiques, mais aussi au niveau de l'amélioration du vécu quotidien de la population. Et penser que le Congo n'a pas le droit de réviser ce code, c'est un faux débat. Le deuxième faux débat, c'est de penser qu'il suffit juste que ce nouveau code version révisée soit publié pour que miraculeusement les populations locales ou les communautés de base se développent avec une vitesse insoupçonnée et que désormais les caisses de l'État se dilatent et le budget gonfle avec comme une baguette magique. Non, il y a plus que ça parce qu'au-delà de la publication des lois, il y a la problématique de son applicabilité. Il y a toujours des réseaux qui sont capables de contourner l'application de la loi et de retarder les objectifs qu'on pourra atteindre, qu'on veut atteindre. Et le troisième faux débat, c'est de penser que par peur des menaces des multinationales, le Congo devrait s'agenouiller et ne rien faire. Ne rien faire jusqu'à laisser les choses pourrir, jusqu'à ce que le pays soit dépiécé pour que demain ou après-demain, le Congo ne soit plus le Congo. Et donc, nous considérons que fondamentalement, la RDC en tant qu'État, en tant que nation, a le devoir, a le droit, a l'obligation de revisiter ce texte qui aujourd'hui a fait plus de 15 ans et qui a montré les faiblesses, comme je l'ai dit, j'épingle ici la déclaration du ministre des Mines qui est venu défendre le texte tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. C'est-à-dire que le Congo, malgré qu'il ait une puissance minière, n'a pas vu la contribution accrue des miniers dans le budget de l'État. Et un sénateur, je crois le professeur Mokonda Bonza, a fait même une comparaison que dans les années 80, alors que la Gécamine était dans une production qui oscillait les 450 000 tonnes, la Gécamine était pratiquement l'épine dorsale du budget national, le poumon économique du pays. Mais aujourd'hui, où la Gécamine frôle les 1 million de tonnes, je crois que John pourrait y revenir, mais la contribution des miniers dans le budget national est faible, autour de 3%. C'est inacceptable. Deuxièmement, à côté des gens qui brassent des millions de dollars, on compte des populations locales totalement pauvres. Donc il faut donc corriger cette réalité. Et donc, par rapport à ces vrais enjeux, au niveau même de la navette parlementaire, oui, il faut noter que rarement une loi n'a attiré autant de pression, autant d'excitation et autant de consultations que le code minier. Mais vous l'avez dit que ça fait 3 ans. Il y a eu beaucoup d'hésitations, des avancées, des reculs, des pressions, des demi-pressions. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même là. Et c'est ainsi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a voulu qu'il y ait une forte consultation par rapport à l'élaboration de loi. Mais serait-ce qu'au niveau du toilettage de la loi, on n'a pas donné cette loi en termes de toilettage à une seule commission, comme l'exige généralement les lois ordinaires. Ça pourrait être la commission ECOFIN ou la commission environnement. L'Assemblée nationale a décidé que ça soit plutôt débattu au niveau d'une commission mixte composée de 3 commissions. L'ECOFIN, le PAJ, parce qu'il y a fondamentalement des aspects juridiques, et aussi l'environnement et conservation de la nature. Et on a consulté tout le monde. Les gouvernements, les collectivités locales, les différents ministères concernés, la DGDA, la DGI, l'AFEC, la société civile et certains ONG internationales. Et pour qu'aujourd'hui, on arrive à cette version-là qui est actuellement en discussion au Sénat. Quelles sont, pour simplifier, quelles sont les grandes lignes de cette révision, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette révision? La première innovation, c'est que le code minier de 2002 a plus profité aux opérateurs économiques qu'à l'État ou aux collectivités locales. Mon ami a parlé du passoire
ou du paradis fiscal, je crois, dans une certaine mesure, et qu'il fallait corriger. La deuxième question, c'est qu'il faut un code minier qui favorise plus l'accroissement des recettes et plus le développement des collectivités locales. C'est ainsi que dans le code minier révisé, la participation de l'État dans les différents capitaux des sociétés minières passe de 5 à 10%. Et même ce qu'on appelle des pas de porte va passer de 5 à 10%. Et même, il y a cette réduction de ce qu'on appellerait une sorte de moratoire fiscal, où les sociétés qui avaient acquis les permis d'exploitation minière avaient 10 ans sans payer aucun rond dans le fisc. Et cette durée a été réduite à 5. Il y en a même qui demandent que ça soit réduit à 3 ans. Ce qui fait que l'État pourra, bien avant même, disons, va gagner 7 ans dans la mobilisation, dans la récupération des recettes. Et l'État va suivre, même si Freddy Moulumba est détenteur d'un permis minier, il cède ça à José Nawège, l'État va suivre ces 10% dans le permis cédé à José Nawège. Ce qui est quand même une bonne chose, mais également, il y a un prélèvement en termes de droits de douane par rapport à l'exportation ou à l'importation des matières premières qui va passer de 5 à 10%. C'est quand même une chose. Et le code minier actuel, la version révisée, prévoit l'obligation du rapatriement de 40% des recettes des produits vendus à l'étranger. Vous connaissez la problématique qu'il y a eu dernièrement ici avec la vague centrale et tout. Maintenant, il y a une imposition avec la menace de sanctions, je crois de l'ordre de 5% par an à chaque société qui ferait des défauts dans le rapatriement de ces 40%. Merci beaucoup. Peut-être que vous allez revenir tout à l'heure. Oui. Vous avez donné beaucoup d'informations. Alors, une mine, quand on commence à l'exploiter, la durée de vie d'une mine en moyenne, c'est 30 ans. Jérôme, c'est quand en cours d'exploitation comme ça, les changements des règles de jeu, est-ce que ce n'est pas ce qui crée l'insécurité juridique dont on parle? Quelle est la réaction des opérateurs? Et je pose encore une question directement, parce que là, il a évoqué des questions de régime fiscal. Le nouveau code minier, est-ce qu'il fait des innovations sur le régime fiscal? Parce que je sens qu'il y a quand même de la résistance. Malgré ces 3 années, il y a tous les gens qui estiment qu'on n'avait pas le droit de le faire. Merci beaucoup, William. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon ami Bruno Boulisson vient de relever. Vous m'avez pris à pied levé, mais je vais donner les grandes lignes. Sur cette émission, sur ce thème, on peut même animer plusieurs émissions. Mais ce que nous devons retenir, remontons un peu au commencement. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Et là, je suis tout à fait d'accord avec mon gouvernement. Je l'encourage parce que depuis déjà 3 ans, moi je disais à mon gouvernement, il était temps qu'on puisse changer ce code minier qui était le code minier le plus dupe du monde, qui accordait des exonérations à l'import comme à l'export et qui n'arrivait même pas à donner au budget de l'État même les 10% de la valeur marchande des minéraux produits et vendus sur le marché international. Et c'est normal, et il faudra même à l'avenir, le jour où nous aurons à modifier, à revisiter notre constitution, que nous puissions penser à retoucher l'article 9. Pourquoi l'article 9? Parce que l'article 9 dit l'État exerce sa souveraineté sur le sol, les eaux. On ne peut pas exercer sa souveraineté. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Selon la loi Bakadjika. Mais d'où est venue cette nuance-là? Parce que moi j'étais en 2002 à Lubumbashi. Lorsqu'on a voté cette loi, à Washington, j'avais dit aux amis de la Banque mondiale que je n'ai pas apprécié le rôle que la Banque mondiale avait joué en 2002 parce qu'on a vu des experts de la Banque mondiale venir, on les a vus dans les couloirs avec les députés pour essayer d'influencer le point de vue des multinationales. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu un code minier qui était plus avantageux, comme le disait mon ami Bolisson, aux opérateurs miniers qu'à l'État congolais, et surtout un code minier qui favorisait le pillage des ressources naturelles. Alors, qu'à cela, les choses se sont passées comme ça, qu'on voit aujourd'hui le gouvernement se réveiller et dire qu'on doit changer. Il faut applaudir de deux mains, parce que, regardez, les enjeux sont de taille.
Au jour d'aujourd'hui, la tonne du cuivre est à 7 500 $, la tonne métrique. Au jour d'aujourd'hui, la tonne du cobalt est à 75 000 $. Alors, nous, quelle est la part que le gouvernement tire? Nous devons préparer, nous devons organiser des élections. Et est-ce qu'un État, un gouvernement normal, peut laisser passer à côté de cette manne-là, qui est disponible? Les miniers ont déjà bénéficié de beaucoup d'avantages parce qu'il y avait une clause qui disait à l'intérieur du code minier, qui disait que ce code-là ne pouvait pas être révisé avant 10 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13e, 14e, à la 15e année. Donc, si les miniers résistent, d'abord, c'est les miniers là, les multinationales, n'ont jamais voulu que l'État puisse gagner le maximum de ce droit là-dedans. Parce que ces miniers-là ne font que gonfler les charges pour essayer de récupérer ce qu'ils ont investi et empêcher à l'État de bénéficier de ce qui lui revient. C'est pour cette raison qu'on n'arrive même pas à 10%. Voilà pourquoi l'État congolais a le plein droit de pouvoir récolter, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on change certains articles, nous espérons que l'État va revenir. Nous sommes les coffres forts du monde. Et là-dedans, il y a des innovations comme ce qu'on appelle les matières stratégiques. Au jour d'aujourd'hui, les coltons, les colombo-tantalite, c'est un minerai, quand vous regardez l'ancien code, il n'y avait pas de particularité si ce minerai-là. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est le minerai stratégique par l'excellence pour la fabrication des ordinateurs, pour même les équipements qu'on envoie à l'espace. Alors, au nom de quoi nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, nous ne pouvons pas vraiment veiller à ce que nous puissions tirer le maximum. Et là, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec le président du conseil d'administration de la GKB, qui a mis les miniers au défi en disant que vous êtes venus avec de l'argent, mais les titres, c'est nous qui avons les titres, les minerais, et n'oubliez pas que les minerais sont épuisables. Vous n'allez pas exploiter indéfiniment la République démocratique du Congo en laissant des cratères où les gens ne peuvent même pas récupérer quelque chose pour le développement de leur contrée. Et certains opérateurs miniers sont venus, ils achètent la licence ici, il va revendre 10 fois plus, 50 fois plus, et ils ne veulent pas que la GKMIN, qui est propriétaire des titres, ne puisse récupérer quelque chose de même. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, en bref, c'est une très bonne chose. Pour une fois, les opérateurs miniers doivent comprendre que la République démocratique du Congo a des droits. On nous a roulé dans la farine depuis des années. Cette fois-ci, permettez quand même à notre gouvernement d'engranger les bénéfices que vous avez pris de manière injuste en essayant de jongler avec les codes miniers que vous, les miniers, vous aviez influencé par la Banque mondiale interposée pour que vous ayez des avantages, parce que vous aviez tiré la couverture de votre côté de manière déséquilibrée contre le gouvernement. Voilà, nous sommes donc dans une problématique qui va certainement devenir la controverse et peut-être explosive. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure. John Ngomba, parlons quand même finalement de cet enjeu économique-là. Qui sont-ils? Quels sont finalement les métaux, les gisements, les opérateurs qui sont en jeu? Quelle est la production? Parce que les miniers disent, et je lis un peu ce qu'ils ont dit, ils disent que on dit que nous ne contribuons pas, mais c'est nous qui avons traqué la croissance de ce pays. Si nous sommes arrivés jusqu'à 7,5% et que nous tendions vers deux chiffres de la croissance entre 2012 et 2015, c'est parce que les miniers produisaient. Donc, c'est quand même un peu de manquer de reconnaissance aux miniers que de les traiter de pierre. Donc, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Voilà, les miniers, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas l'armée du salut non plus. Donc on peut vraiment croire que s'ils donnent un sou, ils doivent en avoir gagné 10. Donc ça c'est clair. Bon, je voudrais quand même rentrer dans le contexte, pas nécessairement pour leur tendre une perche aux miniers, pour indiquer que en 2002, le ministre des Mines c'était Simon Toumaroko. Et qu'en ce moment-là, le pays sortait d'un chaos terrible. Et il n'était pas du tout fréquentable en ce moment-là, 2002. Donc on vient de terminer avec les guerres, Sam City. Personne ne voulait en ce moment-là
mettre son argent sur la RDC. Donc il a fallu batailler dur, faire des concessions plus qu'il le fallait pour amener quand même ces gens à mettre leur argent. Bon, et puis après, bon, je crois que l'écoute devait être forcément dynamique, hein, parce qu'après, il y a évolution depuis lors jusqu'à ce jour. On se rend compte que, d'ailleurs, cette année spécifiquement, le monde va consommer davantage. Parce que la progression au niveau, la croissance au niveau international va aller en montant. Donc, on va attendre que la Chine, d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure que parmi les pays de destination de nos productions, eh bien, il y a tout ce qu'on appelle comme grande puissance. Donc, bon, bref. Mais on remarque que malgré une baisse, l'année passée, beaucoup plus de cuivre, c'était dû au fait que Glencore avait décidé, par exemple, d'arrêter sa production. Mais sinon, la production monte. On a atteint les 1 million avec les cuivres, qui est, c'est vrai, les minéraux vedettes, mais vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez tous les stanifères, wolframite, cassitérite, coltan, vous avez les cupro-cobalt, évidemment le cuivre et le cobalt. Toute cette production, j'ai vu les dernières statistiques, en fait les statistiques sur le site internet du ministère des Mines, pour le premier trimestre de 2017, je crois qu'ils vont actualiser certainement après décembre. Le premier trimestre de 2017, la production, comparativement à 2016, a pratiquement doublé. Partout. Et elle a doublé. Alors maintenant, l'enjeu c'est comment est-ce que nous pouvons capitaliser cette croissance ou cette production. Mais face à nous, nous avons qui? Alors, j'ai remarqué que, par exemple, si on prend un autre minerai emblématique, comme les diamants. Où va les diamants de la RDC? Les diamants de la RDC va en Belgique, il va en Inde, il va aux États-Unis d'Amérique, il va en Chine, il va en Israël, il va au Canada. Bon, vous avez un panel de gens qui, visiblement, ne vont pas nous laisser tranquilles. Parce que parmi tout ça, tout ce monde-là, vous avez les principaux fauteurs de troubles dans ces pays ici, bien identifiés. Donc, on est face, on va dire, à de grandes puissances, parce que si vous mettez dans la balance aujourd'hui cet enjeu, comment dire, avec le nucléaire, Trump qui joue à la guéguerre avec son alter ego nord-coréen, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore du besoin. Et là, les besoins, les cobalt, ça se trouve en République démocratique du Congo. Donc, tout ce monde ne va pas nous laisser tranquille à partir du moment où eux, ils ont leurs besoins. Maintenant, c'est comment faire prévaloir nos propres besoins face aux exigences de ces grands du monde. Alors, il nous faut absolument trouver la bonne équation comme État à travers le monde pour ne pas nous laisser aspirer et nous faire imposer les dictats et les besoins de tous ceux qui ont besoin de nos productions. Merci John Ngomba. Gala Koupa, John vient de le dire, donc il y a des positions internationales qui ont une incidence sur les postures internes. Alors comment vous faites le lien entre ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les postures des uns et des autres, ceux qui sont au pouvoir, dans l'opposition, dans la société civile aujourd'hui, on ne peut pas en parler parce que c'est un axe qui devient de plus en plus important, mais aussi les postures internationales des États et derrière les États ou sous les États, ou à côté des États, les multinationales. Vous pouvez faire ce lien? Oui, tout à fait.
En commençant, ce que j'ai beaucoup aimé lorsque John dit que les miniers ne sont pas des enfants de cœur, c'est vrai, même la notion des enfants de cœur, on doit la supprimer, parce que on a vu le 31 décembre, médiocre, dégagé, barbare, il n'y a plus d'enfants de cœur, ils sont où? Il n'y en a plus. Alors, il y a une des choses que j'ai entendu de très beaux ici, c'est on dit les gens brassent de l'argent, à côté d'eux, il y a des populations pauvres. Mais pour ces populations pauvres-là, il n'y a ni Human Rights Watch, ni sanctions, ni à ceux qui brassent l'argent à côté de ces pauvres-là. Rien. Donc il n'y a aucune intervention internationale, bien au contraire. Alors, je voulais dire que vous avez dit qu'il y a 3 ans, c'est vrai. 3 ans depuis que le code est là, il fallait... Mais la démarche date de tout premier gouvernement après 2006. Je me souviens, le même Kabolou, je crois que l'affaire de cette révision du code est aussi longue que le mandat de Kabolou. Vous allez vous rendre compte que c'est depuis 2006, je me souviens que c'est au restaurant d'Hélice, qu'il a relancé, qu'il a démontré la nécessité de la révision du code minier. Voilà. Depuis ce temps-là, et vous allez vous rendre compte que après cette demande, cette volonté de changer le code minier, en 2011, le gouvernement a eu beaucoup de difficultés. Les gens ont trouvé finalement que ce gouvernement, on n'en avait plus besoin. Les attitudes qu'on avait pas en 2006 ont totalement changé en 2011. Vous allez voir que... Oui. D'abord, on ne finance pas ces élections, on cherche à vous créer des troubles, et puis, suivez le rapport de tous, surtout celui de l'Union européenne, le rapport des élections. J'ai un livre là-dessus, je lance l'appel au financement. Et vous allez voir comment ce rapport-là, c'est le reportage. C'est le reportage de la victoire d'un tel candidat, et ils sont venus assister à une victoire. Et comme cette victoire n'a pas eu lieu, ils commencent à justifier est-ce que par où est passée la population kassaïenne de Katanga, mais la population du bande de Katanga, pourquoi on ne la cherche pas? C'est seulement la population. Et c'était tout simplement des justifications comme ça. Et vous allez vous rendre compte que, vérité des urnes, ils ne sont pas venus à l'investiture et tout ça. C'était déjà le code minier. Les gens se disaient déjà, il faut dégager. Et j'anticipe pour vous dire que le 31 décembre, ici, hier, mais le dernier assaut, s'il y avait eu ce dernier assaut, vous pensez qu'il y aurait cette plénière aujourd'hui pour qu'on révise le code minier? Non, il n'y en aurait pas. Il n'y a rien. Les autres ne font rien au hasard. C'est à nous à être attentifs pour voir, voilà, nous avons un objectif à atteindre. Parfois, on va vous avoir parlé peut-être innocente. On va vous dire non, par l'alternance, pour ceci, et on dit comité laïque, comité ceci, donner le dernier assaut. Mais vous ne savez pas qui est derrière ce dernier assaut. C'est tout simplement pour empêcher qu'on en arrive à cette révision du code minier qui est en fait arracher le beefsteak à la bouche des gens qui estiment jusque-là que les richesses du Congo, ce sont les richesses de la communauté du comptoir où nous devons aller prendre, et que le Congolais n'aurait aucun droit. Et toutes les attitudes, on a vu comment toutes les guerres ont été soutenues. Je l'ai démontré tout au départ que même lorsqu'on crée la MONUSCO, regardez au Rwanda, la minoire, qui sont dans la minoire? La Belgique, la France, le Canada, presque l'OTAN dans la minoire. Mais au Congo, c'est qui? Bangladesh, les Pakistanais, et tout ça. Et qui viennent dans cette MONUSCO? Des anciens militaires. Il y en a un qui est mort seulement avec ce qu'on appelle le Lokito. Il est mort. Et est-ce qu'un militaire, un vrai combattant qu'on avait pour mettre fin à la guerre, peut mourir seulement de détonation Donc c'est pour vous dire que tout cela, ce sont des attitudes pour un pays faible avec l'Est. On vient de parler du coltan ici, pour que l'Est reste éternellement un trou noir où les gens peuvent opérer dans la nuit et sortir tout ça. Donc, il n'y a rien qui se fait au Congo sans tenir compte de tout cela. Dernièrement, la controverse, je suis même dans les médias occidentaux, se demande comment c'est possible pas de réaction. Kagame vient, plutôt, Museveni vient de réviser la Constitution pour rester éternellement. En face de nous ici, plus personne n'en parle. Au Rwanda, plus personne. Mais pourquoi
c'est au Congo où on a besoin de l'alternance. Mais que demain, je ne sais pas si par miracle ou par quoi, le président de la République ou le Premier ministre disent que non, voilà, plus de ce code minier, nous allons régime de faveur pour multinationales. Les discours vont changer, sinon jamais honte. Ils vont demander non, quand il peut rester éternel. On va même l'encourager à changer la constitution pour qu'il reste, parce qu'il leur donne. Mais tant qu'il donne les attitudes pour dire que ce sol, c'est d'abord aux Congolais. Et les Congolais doivent... Le président de la paix avait dit quoi? Il faut que demain, puisque les mines s'épuisent, que nos enfants qui viendront sachent à quoi avait servi les minerais. Merci beaucoup, Diana. Merci. C'est un mois d'évocation. L'émission a quand même un rythme commémoratif. Hein. Nous sommes un peu imprégnés de ce souvenir. Alors, deux questions à Freddy et à José pour terminer cette émission, parce que nous sommes rentrés vers la fin. Alors, nous sommes entrés là dans une dynamique d'autodétermination avec un Parlement qui a décidé d'aller jusqu'au bout de la logique de la révision du Code minier. En même temps, les menaces existent. Alors, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que avons-nous suffisamment pris conscience de cela? Sommes-nous prêts à subir le choc retour de cette révision-là, si elle réussit? Et quelles sont les éventuelles menaces qui pèseraient sur l'État? Et surtout, comment pouvons-nous agir pour en même temps atteindre nos objectifs sans pour autant mettre en péril l'intégrité de cette nation? Oui, je pense que William, dernièrement, il y a un grand chercheur français, Gérard Pugnier. Il a été reçu à Atlantic Consul. Donc c'est le think tank qui est composé de tous les anciens secrétaires d'État américains. Ils sont dedans. Et il a publié un rapport donc, intitulé Why the Congo Matters. Donc on peut traduire pourquoi le Congo est important. Il donne les chiffres. Quelquefois les Congolais ne sont pas conscients. Le Congo pèse, ce qui est connu, 24 000 milliards de dollars. Pour les gens qui doutent, qui vont sur Internet, sur le site de Atlantic Consul, ils vont trouver les documents. Qu'ils les lisent. Les grands mecs, on ne lit pas. On ne comprend pas très bien les enjeux. Mais là, je pense que la première chose à faire pour nous Congolais, c'est les premières leçons de la guerre à l'Est. Est-ce que les gens comprennent pourquoi la guerre est à l'Est? C'était pour le contrôle des minéraux du Congo. Et la plupart des gens aujourd'hui qui s'opposent à la révision du code minier sont les mêmes qui ont financé la guerre. Mais il y a des documents. Il y a un livre qui parle d'un Canadien, Noir Canada, corruption et pillage en Afrique. Tout est expliqué dedans. Il n'y a rien à cacher. J'ai dit, il faut qu'on tire les leçons du passé. Ça suffit quoi. Comme ils pensent qu'on va changer le code minier, il faut se préparer. Il faut avoir une forte armée. On ne soit pas naïf. Mao disait, si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. 2. Il faut, libérer l'imaginaire des aliénés les Congolais. Il y a que dans ces pays, vous voyez des gens, je suis pro-américain, je suis pro-belge, je suis pro-chinois, j'ai jamais vu. Il faut être pro-congolais, c'est d'abord le Congo. Si nous avons une forte armée, nous avons des hommes debout, fiers d'être Congolais. Je pense qu'on peut faire tenir tête devant tous ces messieurs nationales et les pousser à négocier. On va construire ce qu'on appelle le rapport de force. Le monde est fait ainsi, il n'y a pas à aller prier à l'église. Il faut se battre. Merci, il nous reste 3 minutes pour terminer. Je voudrais demander à José Naouej, est-il possible à la fin de cette révision que nous puissions dire non à la malédiction des ressources naturelles et que nous puissions dire effectivement les ressources naturelles dans notre pays, ça a été quand même un gage de bénédiction? Oui, je crois que d'abord le concept malédiction des ressources naturelles a été un peu galvaudé et sorti de son contexte réel. On ne parle pas des ressources naturelles simplement. Il faut y ajouter la gouvernance. Alors si on aura beau avoir des ressources, mais si on ne les gère pas bien, on sera toujours victime de la malédiction des ressources naturelles. Ça, c'est d'un mot. Deuxièmement, le débat qui nous concerne, Willy, c'est un débat existentiel. Nous sommes dans un combat
existentiel. Ce n'est pas un combat majorité-opposition, société civile, non. Ça, c'est l'avenir même du pays. C'est quoi le Congo? Ce sont ses ressources naturelles. Mais c'est quoi l'indépendance du Congo sans ses ressources naturelles? C'est une indépendance coquille vide. Et il y a des forces autour de nous, un peu plus loin. Les amis ne les ont pas nommés, mais je crois qu'il vaudrait mieux nommer ça. C'est énormément de forces qui considèrent que ce pays doit demeurer un vaste comptoir. Il y a des forces hier qui avaient une certaine couleur, mais il y a des forces qui ont pris une couleur locale pour continuer à perpétuer cette mainmise sur nos ressources par couleur locale. J'entends des Congolais. Il a dit, il y a des pro, mais c'est autant de pros. Pourquoi on les entretient? Mais c'est justement pour continuer à maintenir le contrôle de nos ressources, les mêmes qui contrôlent via certains Congolais, via certains pays qui sont devenus exportateurs du coltan, du diamant, etc., sans en avoir une seule pépite sur leur sol. Donc c'est un débat fondamental. Je crois que Willy, si on aura le temps, on pourrait lui consacrer une autre émission pour que vraiment on aborde le fond du problème. Le mois de janvier était le mois d'évocation de l'article, comme on l'a dit. Alors, Jérôme Segan, c'est 3 secondes. Oui, 3 secondes. Écoutez, j'ai évoqué tout à l'heure l'article 9. Chers compatriotes, sachez très bien que les minéraux que nous exportons au niveau international ce n'est pas la propriété du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est une propriété des sociétés minières. Avec l'innovation qu'on va intégrer, nous allons assister au partage de la production. Donc le gouvernement ne peut plus se contenter seulement des recettes, doit se contenter également. C'est une innovation importante. Dernière chose, pour terminer, c'est que le nouveau code minier renforce les articles 269 et 271 qui donnent mandat à la Banque centrale de surveiller le rapatriement de 40% des produits de vente de minerais à l'étranger, avec à la clé de pénalités terribles allant jusqu'à 5% du montant qui n'a pas été rapatrié, qui doit être versé au trésor public. Donc c'est quelque chose de très important et la Banque centrale va surveiller le mouvement des comptes RME sur les 60% qui restent là-bas pour permettre aux multinationales de régler leurs dettes parce qu'ils prennent de l'argent sur le marché international, mais également la Banque centrale va veiller pour que les 40% viennent alimenter notre offre en devises et éviter une fois de plus la dépréciation de notre devise nationale, le franc congolais, parce qu'il y aura un équilibre entre la masse monétaire en circulation et les devises qui doivent être rapatriées en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous les amis. Je vous sens très grave parce que cette émission nous a révélé quand même que nous sommes dans une phase essentielle. Malheureusement, cette révision se déroule dans un contexte où la classe politique n'est pas dans l'harmonie. Malheureusement, l'enjeu se déroule alors que la division entre vous a été réussie. Mais il n'est pas tard aux hommes politiques de se reprendre et de regarder les questions de positionnement, qui sont des questions quand même passagères, de les mettre à côté pour regarder les questions d'avenir. Et l'avenir ici, ce n'est pas notre avenir, nous qui sommes ici, c'est l'avenir de ceux qui ne sont même pas encore nés, mais qui un jour naîtront dans ce pays. Il faudra qu'ils sachent qu'il y avait des minéraux, qu'il y avait des hommes debout, comme l'a dit tout à l'heure Freddy, mais qu'il y avait aussi des hommes qui aimaient le Congo et qui étaient prêts à lui sacrifier leur vie, comme Lumumba, comme Laurent Désiré Kabila, et comme tous les martyrs que nous connaissons. Ces pays pour lesquels le sang a coulé méritent quand même notre attention et méritent notre sérieux. On ne peut pas être dans un pays où les hommes meurent pour ce pays et avoir une population ou des gens aux attitudes irresponsables. C'est incompatible. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir, mais surtout merci aussi de nous avoir soutenus pendant toutes ces émissions passées. Nous allons faire un effort cette année pour pouvoir aller au-delà de vos requêtes pour toucher effectivement les grandes questions de notre pays. Encore une fois, je réitère au nom de tous les membres de l'espace républicain, mes vœux les meilleurs, et surtout, je vous souhaite de prendre la vie telle qu'elle vient, car chaque jour est une vie. Au revoir.